Bonjour à tous et bienvenue du coup c'est cette deuxième partie d'interview avec Célia, donc une entrepreneuse. Je vous laisse vraiment aller voir la première partie parce qu'elle a été super intéressante. On a parlé du coup des 10 questions que je pose à tous mes invités. Donc voilà, elle est sortie lundi, je vous mets le lien juste ici. Et donc nous on va passer à la deuxième partie où on va essayer de reprendre sa vie pour comprendre son parcours, ses réussites, ses échecs, comment elle s'est fixé des objectifs. Donc voilà. Donc est-ce que tu peux nous expliquer déjà où tu es né, où tout a commencé finalement, voilà. Alors moi du coup je suis née ici, donc là où on est aujourd'hui, donc il y a Lierre, ma ville natale, et du coup j'ai fait l'école, le collège, le lycée, pareil ici. Ensuite je suis partie sur Angers du coup pour l'école d'ingénieur, un petit peu par hasard en toute honnêteté, parce que partir à 800 km de chez moi, c'est pas simple, sympa non plus. Et puis comment tout ça s'est né, donc je le disais dans la première partie, moi je suis passionnée par le sport automobile. J'ai fait du karting, j'ai commencé à 6 ans en rythme assez soutenu, donc en compétition. Et moi j'ai eu des carences en fer à l'adolescence, donc vers 14-15 ans. J'ai pas trouvé de solution sur le marché, donc en complément alimentaire, c'était que des cures de 2-3 mois. Mais dès que la cure s'arrêtait, ça revenait au niveau initial. Et c'était vraiment des anémies en fait, donc c'est-à-dire que je faisais des malaises. Je me sentais vraiment pas bien, je perdais totalement le contrôle. Et déjà dans le sport automobile, c'est difficile de concilier les deux. Mais dans la vie aussi, de pas trop savoir à quel moment je vais pas me sentir bien, c'est pas hyper pratique. Et j'ai vraiment jamais trouvé de solution sur le long terme. Et comme c'était ma passion et que je voulais pas arrêter, que c'était vraiment ce qui me motivait au quotidien, j'ai commencé à créer mes propres encas dans ma cuisine, donc enrichis en fer. J'allais chercher vraiment les ingrédients qui étaient le plus riches en fer. Et de fil en aiguille, j'ai eu un peu des retours de mes proches qui ont voulu tester aussi. Et puis, je suis allée du coup en école d'ingé pour essayer de développer le projet. Et après, ça s'est fait comme ça. Et je me suis dit, de ce projet-là, j'ai envie d'en faire une entreprise viable et puis de pouvoir aider toutes les femmes et toutes les personnes aussi. Il y a des hommes qui ont des carences. Toutes ces personnes-là qui ont besoin d'une solution et qui n'en ont pas trouvé sur le marché. Ouais, parce que justement, tu parles beaucoup de que ta cible, c'est les femmes. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu vas peut-être développer des produits uniquement pour les hommes, ou pourquoi faire cette dissociation entre les deux cibles? Alors en fait, je dirais la première dissociation, c'est que, alors aujourd'hui on le fait pas. Aujourd'hui, l'homme, la femme sont adressés de la même façon sur la nutrition sportive ou même nutrition en général. Le gros problème avec ça, c'est que un homme et une femme, ça va pas du tout fonctionner pareil. Je pense principalement la femme, c'est le cycle menstruel. C'est-à-dire que tous les mois, il se passe plein de choses dans le corps de la femme. Il y a les règles, mais il y a aussi la partie hormones. C'est vraiment très différent. Et le problème, c'est que les produits aujourd'hui qui sont principalement conçus pour des hommes sont pas adaptés à ces variations-là. On parlait du fer notamment, parce que pendant la période de règles, les femmes sont souvent plus fatiguées, elles vont être moins bien, etc. Et on n'a pas de produit qui soit spécialement conçu pour venir pallier toutes ces carences-là qui sont provoquées par le cycle menstruel. Donc pour moi, la grosse différence, elle est là. Et puis après, il y a, on va dire, plus des habitudes ou des envies différentes. Par exemple, moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me disaient, une barre protéinée de 50 grammes, c'est trop. Parce que on a envie de grignoter un petit peu, mais 10-20 grammes, c'est largement assez. Et une fois qu'on a une barre, que c'est ouvert, faut la conserver, faut la ranger, c'est pas trop pratique. Et puis, il y avait aussi, je pense, la volonté d'avoir un produit et une personne, en tout cas, qui les adresse vraiment, de se sentir vraiment concernée par cette thématique-là. Et pas juste de dire, je vais à Decathlon et j'achète une barre qui n'a pas été conçue pour moi. Ok. Voilà. Donc, tu nous parlais justement de ton enfance par rapport au karting, etc. Est-ce que tu as eu une enfance qui te prédestinait un petit peu à l'entrepreneuriat? Tu nous as dit que non. Mais est-ce que peut-être au final, il y a des signes que tu n'as pas vus ou que maintenant tu peux peut-être voir? Ouais, alors je pense que le plus gros signe, c'est que, alors quand j'avais 4 ans, donc j'étais déjà jeune, je disais à mes parents, plus tard je vais être chef d'entreprise. Sauf qu'à 4 ans, on sait pas ce que ça veut dire. Même moi, je pense que je savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, quand je disais ça, c'était vraiment la volonté d'être libre. Moi, j'ai toujours aimé pouvoir faire un petit peu ce que je voulais. J'étais un peu une enfant et une adolescente un peu turbulente aussi, on va pas se le cacher. J'étais hyper active, je voulais tout le temps faire du sport, bouger. Et j'ai jamais trop aimé, justement, dans le système scolaire, d'être un peu enfermée à une place où, fallait tous qu'on fasse la même chose. Moi, on n'arrêtait pas de me dire, faut faire des grandes études, aller dans des grandes écoles pour, avoir un bon métier et faire ce métier-là toute sa vie. Et moi, j'étais pas d'accord parce que, je voulais un peu construire vraiment quelque chose et pourquoi pas construire quelque chose que mes enfants et mes arrière-petits-enfants et tout ça pourraient aussi réutiliser derrière.
Et bon, bah, mes parents avaient pas d'entreprise, donc bah, il fallait partir de zéro. Donc, je pense que c'était ça le point de départ. Après, à la base, c'était pas dans ce domaine-là, parce que comme je disais, je voulais être vétérinaire, donc c'était plus bah, de monter une clinique, quelque chose comme ça. Mais j'avais vraiment cette volonté, je pense, qui s'est développée, de dire j'ai pas envie d'aller dans la petite case où on m'a prédestiné, j'ai envie de construire ma propre case, quoi. Ok. L'école, pareil, du coup, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours scolaire qui était assez classique. Comment tu as vécu l'école est-ce que tu aimais ça ou parce que tu étais un petit peu voilà, turbulente comme on dit, mais est-ce que à côté de ça, tu aimais quand même ce que tu apprenais ou pas du tout? Alors non, je l'aimais bien, j'étais plutôt une bonne élève, enfin, j'avais tout le temps des très bonnes notes et j'ai pas eu de soucis là-dessus. Mais j'aimais sans trop aimer. Enfin, on va dire que c'était, pour moi, c'était très théorique. Donc, rester assise toute la journée, écouter des profs parler, il y a des matières où c'était plus difficile. Moi, le scientifique, j'adorais ça. Donc, la SVT, les maths et tout, pas de souci. Mais, les cours de français, parfois d'anglais, etc., c'était un peu plus, difficile pour moi. Et je regrettais à l'école qu'il n'y ait pas assez de projets. Typiquement, on nous donne une étude de cas, un sujet, et on nous laisse vraiment, créer quelque chose, proposer quelque chose. Et ça, au collège, au lycée, et forcément en prépa, je l'ai pas du tout eu. Par contre, après, en école d'ingénieur, j'ai eu un peu plus des projets comme ça, notamment en alimentaire. On avait des entreprises qui venaient avec une thématique précise, un nouveau produit, un nouveau packaging, et on partait vraiment d'une feuille blanche. On devait tout faire en groupe, et ça, je trouve que c'était super. Et je pense que c'est pas mal aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Mais voilà, j'ai pas mal vécu ma scolarité, mais c'est vrai que ça m'a manqué de pas avoir plus de pratique. De pratique, ouais. C'est vrai que peut-être moi je parle sur mon parcours à moi, j'ai fait un bac pro, j'ai fait un BTS NTC, donc là c'est vrai qu'il y a un peu plus de mise en matière, mais c'est vrai que suivant le cursus, ça peut être plus compliqué, quoi. Est-ce que pendant tes études, donc tu avais ce projet-là, mais je sais pas, pour financer ce projet-là, tu as lancé un petit business à côté ou par exemple tes petits encas que tu te préparais toi-même, tu les vendais à droite à gauche. Alors non, je faisais pas ça. Pourquoi? Parce que en alimentaire, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que j'avais pas l'autorisation légale de vendre mes produits, ou alors je pouvais le faire, mais s'il y avait un souci, quelqu'un qui était malade ou une contamination, c'est compliqué. Là, c'est moi qui allais tout prendre. Donc non, par contre, j'avais un job étudiant. Donc je bossais, je donnais des cours particuliers. Donc dans des collèges, dans des lycées ou cours particuliers à domicile. J'ai fait ça à partir de mes 18 ans et sinon l'été j'avais des stages, donc soit rémunérés, soit non rémunérés. Mais je pouvais pas reprendre des jobs saisonniers comme je faisais avant mes 18 ans du coup. Typiquement McDo, hein, voilà, quand on est jeune, on passe souvent par là. Mais non, du coup, j'allais travailler pour mettre un peu de côté pour utiliser pour mon projet. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait aimer vraiment parce que en soi, ta passion, c'est plus le karting. Qui, du coup, t'a amené à ce projet-là. Mais ça aurait très bien pu, t'aurais très bien pu faire un projet sur le karting, par exemple. Qu'est-ce qui t'a fait aimer cette partie d'alimentation? Alors, je pense qu'il y a vraiment encore plus en entrepreneuriat dans l'alimentaire, vraiment ce concept de feuille blanche et de pouvoir créer vraiment un produit et le créer de A à Z. Et là, c'est vraiment parti en plus d'un besoin personnel, notamment le fer, qui aujourd'hui a un problème quand même important puisque c'est quand même 20% des femmes qui souffrent de carence en fer, qui sont pas adressées aujourd'hui à part des cures de compléments de 2-3 mois. Et de se dire, j'ai un problème, j'ai une solution, ma solution, elle peut aider d'autres personnes, ok, je vais y aller, je vais développer ça. Et ensuite, vraiment spécifique alimentaire, je pense aussi j'aime bien manger. J'aime bien ça. Et puis avec la pratique sportive, oui, je cherchais compléments alimentaires, mais un peu plus sain, un peu plus naturel, pas trop gras, pas trop sucré. Et aujourd'hui, c'est des barres très industrielles ou des compléments très industriels. Donc je pense qu'il y avait aussi ce côté un peu, j'avais envie de naturalité, j'avais envie de revenir un peu à la base en fait de l'alimentation et un peu tout ça ensemble. Je pense que ça a fait germer ça. Ok. C'est quoi tes aliments vraiment typiques que tu mets dans tes produits? Alors, on a une grosse majorité, donc plus de 50%, c'est des fruits secs. Donc là, par exemple, la gamme sportive, c'est de la cranberry, donc notamment qui a des propriétés très antioxydantes pour les inflammations. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et on a dans l'autre gamme abricot raisin. Donc on est vraiment sur ce côté un peu sucré, naturel du coup. Donc ça vient donner du goût, un petit parfum. Et puis ça reste quand même des ingrédients qu'on connaît tous. Et après, on a une grosse portion d'oléagineux, donc noisettes, amandes, noix, un petit peu tout ce qu'on va trouver là-dessus.
Puis fruits et légumes. Donc là, on revalorise du coup du marc de pomme. Donc typiquement, les industries qui font du jus, elles vont presser le jus et conditionner en bouteille. Et il va rester toute la pulpe du fruit, avec souvent la peau qui renferme le plus de vitamines. Et donc nous, on vient récupérer cette matière-là aujourd'hui qui est soit jetée, soit réutilisée pour les agriculteurs, pour les vaches par exemple, ou en alimentation. Et on vient la réintégrer dans nos produits. Donc du coup, on a de la pomme. Et sur Angers, il y a beaucoup de pommes. Et après, ça va être des épices, par exemple de la cannelle ou du cacao, ou, pour venir un petit peu jouer avec les goûts. Ok. Ouais, il n'y a pas forcément de plantes ou... Non. Pas sur ces recettes-là. Sur les prochaines, on voudrait travailler un peu avec de la camomille, principalement. Parce que ça a des vertus pour les douleurs, notamment pendant le cycle toujours. Et puis d'aller chercher d'autres ingrédients un peu plus particuliers, j'ai envie de dire. Mais on travaille pas avec de la date. Parce qu'aujourd'hui, on va dire 99% des produits sont à base de dattes. Parce que c'est simple à travailler, c'est très sucré. Au niveau conservation, c'est pratique. Mais par contre, c'est très sucré, donc pour le pallier, au bout d'un moment, ça devient difficile sur un effort de 3-4 heures de consommer un produit archi sucré. Puis on voulait aussi proposer d'autres choses parce que tout le monde n'aime pas la date. Et donc, au moins, il y en a pour tout le monde. Ouais, carrément. Et puis, ça se prend à quel intervalle? Est-ce qu'on peut en manger, je sais pas moi, 10 d'un coup, le petit goûter avec le verre de lait, ou non, c'est vraiment, t'en prends une le matin, une le midi et une le soir? Alors, le but, c'était que ça soit assez libre dans la prise, justement, pour répondre un peu aux contraintes de chacun. Donc là, c'est des sachets de 100 grammes, donc ça fait une dizaine d'encas. Et on préconise d'en prendre 2-3 par portion. 2-3 en même temps, on va dire, qui peuvent être pris donc pour la gamme sportive, principalement avant ou après l'effort, en fonction de si on préfère manger avant, si on préfère manger après, si on vient chercher plutôt de l'énergie ou plutôt la récupération. On peut en prendre pendant aussi sur des efforts un peu longs. Moi, ça m'arrive d'en prendre avant, pendant et après. Et sur l'autre gamme, donc je disais plutôt le matin ou à 4 heures, et ça peut être pris tout seul, ça peut se consommer tout seul, ou par exemple avec un fromage blanc, avec un verre de lait, avec une pomme, peu importe, mais c'est pour venir apporter vraiment, on va dire, en 10 grammes pour un produit unique, tout ce qu'il faut pour le corps. Ouais, oui, entre guillemets, c'est chacun sa sauce, quoi. C'est ça, on s'adapte. Ouais, trop bien. On va parler un petit peu plus dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Comment tu as réfléchi à la production? Parce que j'imagine que ça doit être assez différent quand toi-même tu le fais dans ta cuisine et que tu le fais pour du coup une entreprise qui doit faire, alors je sais pas combien t'en produis chaque année ou par mois peut-être, mais c'est quoi tes processus? Alors du coup, j'ai envie de dire, en alimentaire, on est très restreint, donc en fait on a un peu une marche à suivre, et puis on n'a pas trop de choix pour le coup, on peut pas trop sortir de la ligne. Mais typiquement, moi j'avais commencé donc à faire les recettes vraiment moi-même. Donc typiquement, tu testes, tu mets, tu regardes ton dosage, c'est un peu comme un gâteau quoi, et tu optimises ta recette. Et pour passer de cette échelle-là à vraiment, ok, je vais en produire et je vais en vendre à des gens, j'ai dû passer par un laboratoire certifié, agréé, qui est venu en gros apposer comme quoi mes produits ils étaient ok. Et donc il y a vraiment la recette, mais j'ai envie de te dire la recette c'est presque rien en fait. Toi, t'es content, tu te dis j'ai fait 90% du taf, mais en fait c'est même pas 20%. Parce que derrière, faut venir faire tous les tests microbio. Donc microbio c'est ok, est-ce que c'est sain, est-ce qu'il y a des bactéries, est-ce qu'il y a je sais pas des levures, des choses. Il faut que ça soit vraiment très strict et super clean pour pouvoir le vendre. Et puis derrière, tu as tout ce qui va être conservation, conditionnement. Et là, pareil, c'est pas toi qui décides, donc c'est le labo qui vient faire les tests, etc. Et quand tu as cette partie-là, ensuite, il faut aller chercher les bons fournisseurs. Donc fournisseurs qu'on va choisir en fonction, par exemple, des labels, des certifications. Nous, on voulait vraiment quelque chose de local, typiquement EcoCert, Fair for Life, tous ces labels qui viennent certifier que ça lutte contre la déforestation. C'est pas des personnes mineures qui vont travailler, par exemple, notamment pour le cacao, ce genre de choses. Donc c'est pas tous les fournisseurs qui le font. Et ensuite, il y a la quantité. Donc là, pour le moment, on est sur des petites productions. C'est vraiment encore artisanal. Et il y a des fournisseurs, par exemple, c'est 1 tonne de produit ou rien. Donc là, du coup, ça marche pas. Donc il faut aller chercher d'autres fournisseurs qui acceptent qu'on commande par tranche de 5 kilos, voire 10 kilos. Donc c'est quand même pas mal de taf. Et une fois qu'on a à peu près tout ça et qu'on a un cahier des charges qui a été défini, relu, corrigé, etc., on va faire toutes les certifications ensuite qu'il faut avoir, tous les papiers, toute la partie administrative. Et après seulement, on peut vendre nos produits. Et puis, si jamais il y a un problème, faut être en mesure de dire non, moi c'est ok, j'ai fait dans les règles. Ok. Voilà. Même au niveau du packaging, j'imagine que tu dois avoir des mentions légales qui sont obligatoires. Ouais. Alors le packaging, du coup, j'ai mis un post il y a pas longtemps parce qu'on vient de les recevoir. Ouais. Je pense que ça a été la
vraiment la pire phase, parce qu'en fait, toujours de l'alimentaire, on pouvait pas mettre ce qu'on voulait. Par exemple, un exemple tout simple, on avait mis faites le plein de bonnes protéines pour mettre en avant le fait que c'était des protéines naturelles, etc. Mais ça, aux yeux de la réglementation, on n'a pas le droit, parce que on peut pas dire que c'est de la bonne protéine. Sinon, c'est aussi dire que nos concurrents, c'est pas de la bonne protéine, ou qu'il y a le côté concurrentiel. Ouais. Mais il y a aussi le côté de dire juridiquement parlant, dans l'alimentaire, ça veut rien dire. Donc, on a dû mettre juste faites le plein de protéines. Et ensuite, tout ce qu'on apportait derrière sur le fer, sur la teneur, etc. Fallait vraiment des tests précis. Et c'est les allégations. Donc, c'est vraiment on va dire la liste de toutes les allégations qu'on pouvait apposer. Le fer, ça lutte contre la fatigue. Ok, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est l'allégation qui dit le fer, ça lutte contre la fatigue. Faut le mettre et on n'a pas le choix. Okay. Et comme on est sur un produit, un journaliste qui met sa source, quoi. C'est ça. Et comme on est sur un produit assez santé, qu'on a beaucoup de propriétés, ça voulait dire qu'on avait beaucoup de choses à mettre sur le packaging, parfois trop même. Et puis c'est du détail que le consommateur, en fait, lui, il va regarder s'il y a du fer. Ok, il va pas aller regarder derrière forcément à quoi ça sert le fer. Donc on a dû vraiment hiérarchiser les infos. Et puis après c'est plutôt classique, hein, c'est les ingrédients, la valeur calorique, énergie, protéines, glucides, lipides, avec les bons résultats. Et on a pu avoir quelques touches un peu particulières, mais sinon c'est très droit. C'est carré. Ok. Pareil, comment, là tu nous as dit que justement ce packaging-là c'était un gros défi. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres défis, je sais pas, sur la création de ta marque? Sur différentes gammes. Là, tu nous as dit que tu allais sortir 50 produits. Est-ce que ça a été plus facile ou plus compliqué que les premiers? Enfin voilà, c'est quoi les gros défis que tu as eu sur du coup c'est 1 an de création de boîte et c'est 4 ans de mise en pratique? Alors, je pense que les prochains produits seront plus simples à sortir parce que maintenant, on connaît un peu dans quel ordre il faut faire les choses et surtout, on refait pas les mêmes erreurs qu'on a fait avant. Ouais. Donc, typiquement, on va pas commencer par chercher les fournisseurs si notre recette, elle est pas officiellement validée. Parce que s'il y a un problème, ça veut dire rechercher encore du fournisseur. Donc, au final, on fait que des allers-retours dans tous les sens. Et après, je dirais que les plus gros défis, c'est toujours, pour moi, c'est la conservation. Donc on est sur des produits qui typiquement n'ont pas de cuisson, puisque c'est des produits crus qu'on vient assembler pour toutes les barres, hein, c'est comme ça. Et donc qui dit pas de cuisson dit qu'il faut derrière que ça soit hyper strict au niveau sanitaire sur la production, sur les personnes qui le font, sur le local. Donc prise de tête sur qui va le faire, comment les gens vont le faire, les certifications qu'il faut avoir, toutes les normes HACCP, etc. Donc en gros le cahier des charges qui dit pour produire il faut les gants, Charlotte, etc. Il faut que ça soit tout propre, décontaminé, etc. Ça, je pense, c'était le plus gros défi. Et la conservation, ça nous a pris 3 ans sur les 4 ans vraiment de travail sur la recette. Ok, ouais. Donc, on n'était pas bon parce qu'il y avait trop d'humidité, parce que les fruits secs, il y a encore de l'humidité. Donc, réajuster tout le temps la recette, etc. Et c'est assez prise de tête. Ouais. Et du coup, là, un sachet que j'achète là aujourd'hui de cette production-là, elle tient pendant combien? 1 an, 2 ans? Là, pour le moment, officiellement, c'est 3 mois qui ont été validés en labo. Okay. Et théoriquement, on doit avoir les 12 mois. Mais pour pouvoir dire qu'on a 12 mois, il faut que tous les mois, le labo, il nous renvoie le petit papier pour dire, OK, c'est bon, vous avez 1 mois de plus. Vous pouvez mettre sur votre packaging que vous avez 1 mois de plus. OK. Donc là, c'est 3 tous les mois. Et c'est tous les mois. Jusqu'à 1 an. Jusqu'à 1 an. OK. Donc là, pendant 1 an, on va augmenter progressivement sur nos packaging la DLC. Donc la date limite de consommation. Ça déjà, c'est une super information parce que du coup, peut-être que certains vont se dire pendant 3 mois, je vais mettre 3 mois, alors que s'ils attendaient du coup, ces retours à chaque fois, ils pourraient arriver à mettre 12 mois. C'est ça. D'où l'intérêt aussi de se dire sur le packaging, est-ce qu'on la pose le 3 mois écrit dessus ou est-ce qu'on se dit non parce que sinon ça veut dire que mes packaging quand ça y aura plus de 3 mois je peux plus les utiliser. Donc je vais mettre une petite étiquette qu'on imprime lors de la production où on met la DLC avec comme on voit souvent voir en dessous du produit ou qui est rajouté après. Mais ça on le savait pas forcément au tout début. Qu'on a refait des versions de packaging. Ouais, mais on sent le vécu. Voilà, c'est ça. OK. Du coup aujourd'hui Valorise.me sa distribution, elle est où? C'est des agents, c'est en grande distribution, où on peut les retrouver finalement? Donc là, on est toujours en train de finir notre site internet parce que ça aussi, ça a été une grosse galère, le site, notamment tout ce qui va être aussi RGPD, etc. C'est un peu pénible. Sur du e-commerce, du coup, pour vendre les produits, pareil, il y a encore des choses à mettre en place, etc. C'est assez long, c'est assez prenant. C'est pas mon domaine du tout, donc c'est un prestataire qui le fait. Puis le prestataire, il travaille avec 2 prestataires, donc ça tourne aussi en fonction de si l'information est en retard d'un côté, c'est en retard de l'autre.
Donc ça sera principalement sur Internet. Typiquement, on fait ses achats en ligne aujourd'hui depuis le Covid, ça a quand même bien évolué. Et ensuite, ça sera en magasin. Donc je pense magasins de sport, typiquement les Decathlon, Intersport, Sport 2000, tout ça. Les magasins de nutrition, je pense aux fitness boutiques qui vendent du coup pas mal de produits protéinés, tout ce qui va être un peu épicerie locale, pourquoi pas des Biocop, sachant qu'on n'a pas encore la certification bio aujourd'hui. Et puis les salles de sport, les clubs de CrossFit, ce genre de choses-là. Et tout un écosystème de partenaires, donc les coachs, nutritionnistes, diététiciens, médecins, kinés, qui travaillent du coup avec des personnes qui cherchent ou souvent qui sont accompagnées sur la partie aussi sportive et nutritionnelle. Et donc ça, c'est en cours, c'est ma partie pour le moment, c'est moi qui le développe. Et plus tard, une alternante du coup qui va pouvoir m'aider. Donc aller voir un petit peu, taper à la porte de tout le monde. Donc d'abord dans la région des Pays de la Loire, à côté d'Angers, Nantes, Saumur, un peu tout l'axe là. Et ensuite à l'échelle nationale. Ok. Club de sport peut-être aussi? Club de sport aussi, ouais. Et donc après, pareil, plutôt orienté sur la femme, donc aller chercher par exemple handball féminin, football féminin, ce genre de choses-là. Ouais. Mais ça peut du coup quand même être consommé aussi par les hommes, donc pourquoi pas après des clubs aussi mixtes et généralistes. Ouais, carrément. Ok. Donc comment du coup tu les choisis ces lieux? Alors j'imagine par rapport à la cible, mais du coup comment tu disais que c'est ta partie. Ouais. Donc, comment tu mets en place ta prospection, voilà, toute cette partie-là d'aller prospecter, d'aller les trouver, peut-être toute la partie de présentation de la marque, lui envoyer un devis, les contrats, les retours qu'il te fait, ah bah non, c'est trop cher. Enfin, voilà, toute cette partie-là de commerce finalement, comment tu la gères? Alors, je dirais la première étape, c'est d'aller vendre le projet. Vendre l'histoire, le pourquoi justement on développe ce genre de produit-là, parce que les salles par exemple elles sont démarchées par toutes les marques qui veulent avoir absolument leurs produits dans les salles. Donc il y a vraiment cette première étape de je prends contact avec la personne, je la connais pas, elle me connaît pas, on se prend 1 heure, on échange, j'explique pourquoi j'ai développé cette marque-là, pourquoi nos produits sont intéressants, donc le côté naturalité, localité, etc. Je regarde si la personne en face elle est aussi en phase, si c'est des valeurs qu'elle défend. Parfois, il y a des personnes qui me disent ouvertement que aujourd'hui tout ce qui est clean label, c'est pas trop, ça les intéresse pas. Je me dis ok, c'est pas une personne qui va défendre les mêmes valeurs. Il y a pas d'intérêt que je travaille avec elle, et donc c'est des personnes avec qui en général, ça s'arrête là. Et puis ensuite, si jamais l'histoire elle est bien prise, que la personne a envie de travailler avec moi, il y a une petite phase on va dire de test. On va mettre nos produits chez eux pendant par exemple 1 mois. On va voir un peu les retours qu'ils ont. On va faire des petits événements pour justement faire déguster les produits à leur clientèle. Donc quand c'est des salles de sport ou des clubs de sport, voilà, ça peut être un soir, ça peut être lors d'un événement qu'ils organisent eux-mêmes. On fait déguster, on fait de la vente, on voit comment ça se passe. Et ensuite seulement, on va négocier la marge, les tarifs, comment ça va se passer, la quantité. Eux aussi, parfois, ils ont des demandes spécifiques. Par exemple, il y en a, ils veulent les mettre dans des distributeurs. Donc, il faut que nos produits puissent aller dans les distributeurs. Et souvent, après, c'est des grosses chaînes qui gèrent cette partie-là. Donc, il faut être référencé par la personne qui gère les distributeurs. C'est comme pour les boissons, par exemple, c'est France Boissons, qui vont choisir s'ils mettent un Ice Tea ou un Coca. Là, ça va être pareil. Il faut rentrer dans le réseau pour pouvoir être référencé aussi. Et ensuite, si tout se passe bien, on renouvelle la chose. Et puis, s'il y a des ajustements à faire, on ajuste. J'imagine que c'est les premiers points de vente qui vont être compliqués à mettre en place. Mais justement, j'en viens à ma prochaine question. Combien il faut de contacts pour avoir telle porte qui s'ouvre, telle porte qui s'ouvre, telle porte qui se ferme, mais il y a une autre porte qui s'ouvre. Enfin, comment... Ouais, ça doit être quand même assez compliqué. Alors c'est assez compliqué. La chance qu'on a, c'est qu'on est quand même. Il y a eu pas mal d'un peu de médias autour de nous, donc souvent il y a des gens qui prennent contact directement avec nous. Et puis très souvent c'est le réseau, donc réseau pro, réseau sur l'entrepreneuriat. Mais je pense à l'écosystème. Une fois qu'on fait un peu 2-3 réunions, 2-3 clubs, 2-3 événements, les gens ils se souviennent de nous. Et donc en parlant avec leurs copains, leurs copines, leurs proches, ils vont avoir quelqu'un qui va dire tiens justement je cherche des produits là, j'ai un marathon, je vais aller courir. Ah tiens j'ai rencontré quelqu'un, et souvent ça se fait comme ça. Et donc il y a un peu ce côté on est approché, et en même temps nous on va venir approcher. Après quand c'est très local sur Angers, souvent ça se passe très bien, il y a pas de souci, les gens nous connaissent un peu. Plus on va s'éloigner, je pense, et plus c'est là où ça va être difficile d'être un peu sur la même longueur d'onde aussi. Voilà, c'est ça. Donc je dirais qu'aujourd'hui
ça se passe plutôt bien. En général, là où je vais, ça conclut. Après, il y a toujours des choses qui vont faire que ça peut ne pas marcher, mais on cible relativement bien dès le début. Par exemple, là où il va y avoir des femmes, je pense par exemple les clubs où il y a majoritairement des femmes, on sait qu'il y a de très grandes chances que ça marche. Une fois, on avait vu une salle de sport où c'était très masculin, on n'a pas cherché en fait plus parce qu'on s'est dit il y a pas trop d'avantages ni pour l'un ni pour l'autre. Et après, très souvent, c'est juste le fait de répondre à un problème qui est aussi leur problème. Typiquement, les femmes qui veulent pas les barres de 50 grammes, donc ils leur demandent autre chose. Ouais. Ils ont rien. Nous, on arrive, justement, on a quelque chose pour vous. Ça se fait plutôt bien. Ouais. Ok. Voilà. Oui, il y a la bonne offre, donc au final. C'est le time to market. Quel est ton rôle, du coup, parce que t'es ambassadrice des femmes entrepreneurs, si je dis pas de bêtises. Ça doit être quand même une petite charge sur les épaules. Comment ça t'est arrivé dessus, entre guillemets, et ouais, qu'est-ce que tu dois mettre en place, peut-être des événements ou quoi, comment tu gères tout ça? Alors du coup, donc le rôle d'ambassadrice, il m'a été attribué par le concours 101 femmes de Matignon. Ouais. C'est un concours qui a été lancé cette année, qui vise à mettre en lumière une femme entrepreneur dans chaque département. Donc moi, du coup, c'est pour le Maine-et-Loire. Okay. On est 5 du coup dans la région Pays de la Loire, parce que 5 départements. Ouais. Et notre objectif, notre rôle, c'est d'être présent sur tous les événements un peu type entrepreneuriat. Je pense au Big en octobre à Paris. Ouais. Je pense aux événements de BPI France, un peu tout l'écosystème là. De venir, de prendre la parole, de parler de notre parcours, de nos difficultés, de nos réussites aussi, et de venir échanger avec des femmes principalement, puisqu'il y a beaucoup moins de femmes qui entreprennent, il y a beaucoup moins de femmes qui réussissent si on écoute les chiffres, et donc de venir un peu les encourager, un peu être la porte-parole aussi de ces personnes-là, et de venir travailler dans la main avec les acteurs pour leur dire aujourd'hui qu'est-ce qui manque pour accompagner les femmes, de quoi elles ont besoin, est-ce qu'il y a justement des besoins spécifiques, est-ce qu'il y a autre chose, et de venir un petit peu parler de nous, parler de la marque, pourquoi pas organiser nos propres événements aussi. Mais c'est vraiment un peu cette co-création en fait, tous main dans la main de ce projet-là. Ouais. Et de venir encourager, peut-être susciter l'envie, l'intérêt chez d'autres femmes qui ont envie de se lancer et qui peuvent s'identifier avec nos parcours et nos envies. Ouais, carrément. Mais comment t'as été contactée, comment t'as été choisie? Alors du coup, c'était ouvert sous forme de concours à la base, donc il fallait poser une candidature à un dossier qui était relativement long, okay. Avec beaucoup de questions sur tous les aspects de la boîte, que ce soit juridique, que ce soit financier, la prévision, où est-ce qu'on se voyait dans 5 ans, enfin vraiment des questions assez précises. Je pense que j'ai mis 1 heure, 1 heure et demie à remplir le dossier, et au début je voulais pas le faire. Enfin, je me suis dit les concours ça prend aussi du temps, etc. Et j'ai été poussée par tout mon écosystème parce que justement je suis assez présente dans l'écosystème angevin et j'accompagne maintenant aussi pas mal de jeunes femmes qui veulent se lancer. Et donc c'était vraiment de dire je pense que tu peux bien représenter, donc je me suis dit ok, je vais le faire. Et ensuite il y a eu un pitch de 10 minutes où j'ai pu présenter mon parcours, mon projet, pourquoi je pense être la bonne personne pour représenter l'entrepreneuriat féminin, avec pas mal de questions par la suite diverses et variées. Ils ont fait une sélection et puis je crois il y avait 70 dossiers au total et donc j'ai été choisie pour représenter Maine-et-Loire. Trop bien. Voilà. Est-ce que tu connais Pépite? Est-ce que tu faisais partie t'étais étudiante entrepreneur? Alors je le suis toujours cette année, donc là dans le diplôme étudiant entrepreneur, qui est du coup proposé aux étudiants qui viennent d'être diplômés. Donc moi c'était mon cas en octobre. Là je le renouvelle encore cette année, donc je reste encore chez Pépite, mais oui j'ai commencé en 2020 avec Pépite, d'abord avec le statut d'étudiant entrepreneur, et c'est l'un des acteurs pour moi les plus importants et qui m'entoure toujours aujourd'hui, avec toujours plein d'avantages et beaucoup de soutien. Ouais, carrément. Ça c'est hyper C'est vrai important. que l'écosystème, moi c'est vrai qu'avant j'allais pas forcément participer à beaucoup d'événements, même des workshops. Ouais. Le mot je l'ai appris grâce à Pépite. Les événements de networking, des hackathons. Oui. Pareil, hackathon, j'ai participé à 2, j'en ai gagné 2. Je suis tombé dans la bonne équipe à chaque fois. Et c'est vrai que tout ça, on n'aurait jamais connu. Je pense que toi, ça doit être pareil. Tout cet écosystème-là qui t'ouvre des portes. C'est en termes de réseau, en termes de, je sais pas si tu as des mentors, toi, qui sont. Et c'est le point le plus important pour moi chez Pépite. Là, on a encore eu un mentor, même si on a déjà notre boîte de créer, parce que c'est plus les mêmes problématiques qu'avant de créer sa boîte. Mais par contre, le mentorat, ça fait gagner, je pense, des années. Ça évite des erreurs et puis
je sais pas, juste le fait d'avoir quelqu'un qu'on peut solliciter parfois pour des questions qui nous paraissent hyper importantes, on se prend la tête, alors que pour eux, ils nous disent c'est simple, t'as ça ou ça. Et puis ils nous accompagnent, ils nous aident, ils donnent leur avis, ils ont leur expérience, les erreurs qu'ils ont faites. Donc non, pour moi c'est hyper important, et je pense que Pépite c'est la première porte justement chez qui il faut aller toquer, et qui en ouvre plein d'autres derrière, quoi. Carrément. Du coup, tes mentors, ils sont dans combien c'est dans quel secteur d'activité? Alors du coup là j'ai un mentor, j'avais, et du coup je continue à être mentorée par cette personne-là, parce que c'est un très beau matching qui a été fait. Donc une personne qui est plutôt dans le domaine web, numérique, site internet, application. Là ça nous a pas mal aidé pour nos problématiques sur le site, et également sur la partie de levée de fonds, parce que là on est en train de lever des fonds, puisque c'est une personne qui accompagne du coup les dossiers aussi à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai un autre mentor qui est plus, j'ai envie de dire, le mentor général, dans le sens où lui, il nous accompagne un peu au jour le jour. On a une question, on a un problème, on l'appelle, on fait un point avec lui, il nous aide. Pareil, qu'il y a eu plusieurs boîtes dans un domaine qui était plutôt musical, donc rien à voir, mais qui peut nous faire un retour particulier. Et ensuite, je pense à mon mentor, par exemple, de chez Orange, programme Femmes Entrepreneuses, où là, c'est un gars qui est dans la communication. Donc là, il va vraiment nous aider sur comment je communique, comment je fais mon personal branding, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je mets en avant, le temps aussi que j'y consacre, parce que souvent, c'est pas ce qui nous rapporte le plus d'argent de suite. Et donc, pouvoir prioriser aussi. Et globalement, même s'ils ont un domaine, on va dire, ou un cœur d'activité, très souvent, les questions sont quand même beaucoup plus larges, parce qu'il y a vraiment la dimension gérer sa boîte de A à Z, et il y a plein de petites questions et de petits sujets qu'on peut aborder. Ok. Par rapport à tes avis clients, comment les retours que tu as, tu les mets en application, comment tu les récupères, comment tu les gères, comment même le service après-vente global? Alors, il y a eu, on va dire, 2 temps. Il y a le temps avant que les produits soient vraiment en vente, où là, on a fait pas mal de tests de dégustation, ou aussi appelé focus group. On va réunir une dizaine de personnes, on va leur présenter le produit, les fonctionnalités, recueillir un peu leurs avis. Donc là, ça a été vraiment une phase de co-construction des recettes, où nous, sur le papier, ça a marché, mais est-ce que le client derrière, il aime? Parce que s'il aime pas, il achète pas, donc ça marche pas. Et on est parti d'une recette au tout début qui était globalement assez moyenne, jusqu'à obtenir un produit qui atteignait 98% de personnes qui me disaient j'adore, où est-ce que je peux acheter, etc. Donc ça peut être des choses toutes bêtes, ça peut être sur le sucre, sur le sel, sur les parfums, sur est-ce qu'on sent vraiment la protéine, est-ce que c'est trop pâteux, trop consistant, parce que dans la nutrition sportive c'est assez costaud comme produit. Donc il y avait vraiment cette phase-là où on recueillait vraiment les avis, et on réadaptait la recette et on refaisait goûter encore. Là, il y a eu à peu près 800 personnes qui ont goûté tous les produits depuis le tout premier. Et ce qui est super gratifiant, c'est des personnes qui étaient là au tout début et qui nous disent waouh, ça n'a plus rien à voir. Là, c'est incroyable, alors qu'avant, au début, c'était un peu plus compliqué. Et puis maintenant, c'est les personnes commandent, nous font un retour ou n'en font pas. Nous, on sollicite pour avoir des retours toujours pour s'améliorer. Et on a globalement des très bons retours sur la recette. Là, sur les nouveaux packaging, maintenant, il y a des bons retours aussi. Et après, c'est soit des avis qui sont laissés sur le site, du coup. Donc là, on est toujours en construction, donc on les a pas encore. Mais des personnes qui nous envoient des petits mails, qui nous font des petites vidéos, parfois assez mignonnes, et que nous, on republie derrière sur les réseaux pour relayer l'information. Justement, c'est très bonne transition, merci. Par rapport à tes réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux de la marque, comment tu as choisi ta stratégie de contenu? Comment tu mets en place, je sais pas, est-ce que tu fais des vidéos de dégustation dans la rue? Comment tu as défini toute ta stratégie de contenu sur les différents canaux? Alors là, du coup, il y a, on va dire, les réseaux qui sont vraiment pro pour le compte de Valorise Me, et il y a aussi mon LinkedIn personnel. Et là, je mets quand même un point d'intérêt parce que là, c'est tout le personal branding. Et très souvent, des clients me disent j'achète parce que oui, le produit il est bon, mais j'achète surtout pour l'histoire et pour ce que tu véhicules derrière. Donc il y a mon LinkedIn, du coup, là, c'est vraiment je partage un peu mon parcours, mes galères, mes réussites. Quand j'ai besoin, là par exemple, on recherche nos ambassadrices, hop, je mets un petit post sur LinkedIn, ça fait de la relation, il y a des gens qui viennent me voir, etc. Donc là, c'est vraiment plus une stratégie personnelle. Je partage qui je suis, ce que je fais, pourquoi je le fais, transparence, vraiment tout ça. Et ensuite, il y a les réseaux sociaux vraiment de la marque, donc Instagram, Facebook pour le moment, où là, c'est plus à la fois un peu du contenu pour éduquer, entre guillemets. Donc, par exemple, comment on va choisir sa collation, des exemples de récupération musculaire, d'exercices, ce genre de choses, pour avoir de l'informatif. Et puis, du contenu un peu plus fun aussi, où on partage nos coulisses et nos galères toujours un petit peu aussi.
les actus, les promotions, les choses du moment. Et là, on envisage de faire un nouveau format, alors soit sur YouTube, soit sur TikTok, on ne sait pas encore, où on va aller interviewer du coup des sportives. Ouais. Donc un peu des entretiens pareil sur des femmes qui ont des parcours assez atypiques, assez sympas aussi à partager, pour avoir un peu ce côté je me reconnais dans la marque aussi, j'ai envie de participer. Voilà, principalement. Mais c'est toujours, j'ai envie de dire, des tests. On part d'une idée, on voit ce qui marche pas. Et je pense qu'il y a un an, je pensais pas utiliser les réseaux comme ça. Ouais. Là, finalement, on teste, on réadapte, on analyse. Bah, de toute façon, autant dans les entreprises, autant dans la création de contenu, etc. C'est du pivot constant, de toute façon. Donc, c'est ça. Super cool. Merci beaucoup, Célia. Avec plaisir. Pareil, du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes, j'espère que ça vous aura apporté déjà, que vous aurez compris un petit peu le personnage, l'entreprise et les valeurs que tu essaies de mettre en place dans ce projet-là. Et franchement, c'est super cool de voir des femmes entrepreneuses qui font pour les femmes, qui font à la fois pour des produits pour les femmes et aussi qui encouragent les femmes aussi à entreprendre. Donc ça, c'est vraiment, tu fais le 2 en 1, donc c'est parfait. Donc je vous invite à du coup nous rejoindre vendredi pour la 3e partie avec Célia. Nous, on va continuer. Vous, ça s'arrête là. Et puis à vendredi pour la 3e et dernière partie de l'interview de Célia.